Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP, j'espère que vous allez tous bien. Hier, nous avons travaillé l'épreuve de mathématiques. Les amis, je vous en supplie, travaillez cette épreuve, surtout si vous passez toutes les matières ou si vous passez uniquement les matières générales, travaillez, ne lâchez rien, ne vous dites pas les maths c'est pas mon truc, la physique, chimie c'est pas moi. Vous pouvez le faire parce que généralement, ce sont les mêmes exercices qui reviennent, d'accord? Moi, j'ai eu des élèves l'année dernière qui n'y croyaient pas du tout. Franchement, elles ne croyaient pas du tout. Elles ont travaillé les exercices qu'on avait postés. Elles les ont retravaillés. Elles m'ont posé des questions lorsqu'elles avaient des difficultés et tout s'est très, très, très bien passé. Donc, croyez en vous et ne lâchez rien. D'accord, les amis? Donc là, nous allons travailler uniquement, hein, d'accord, physique, chimie. Donc, vous allez toujours avoir la partie mathématique qui sera sur 12 points et la partie physique, chimie qui, elle, sera sur 8 points, ce qui va vous faire un total de 10 points. Donc, imaginez-vous, d'accord? Si vous avez, par exemple, en mathématiques qui est compté sur 12, si vous avez, par exemple, 8, d'accord? Et qu'en physique chimie, vous avez 2. Mais ça vous fait un total de 10, les amis. Ça vous fait 10 sur 20. Donc, c'est possible d'avoir 10. D'accord? Si vous vous sentez plus à l'aise en physique chimie, ben, vous pouvez peut-être avoir 5. Et puis en mathématiques, avoir également 5. Mais ça vous fait un total de 10 sur 20. Donc, cela est possible. Alors, nous allons tout de suite commencer. Nous allons prendre connaissance de notre document. Donc, voilà, exercice numéro 4. On vous dit qu'un gérant, voilà, je vais y arriver, le gérant du parc décide d'ouvrir une attraction aquatique. D'accord, avant son ouverture, il fait contrôler la qualité de pureté d'eau et celle-ci pour éviter tout risque de problème sanitaire. Voilà, donc en gros, c'est un gérant, donc quelqu'un qui s'occupe d'un parc d'attractions, d'accord? Et cette personne décide d'ajouter des attractions parce que peut-être qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et certainement il y a une demande d'une attraction aquatique. Donc, il va se passer sur de l'eau, d'accord? Donc, du coup, avant l'ouverture, il faut bien faire des installations, d'accord? Donc, il va faire un contrôle, il va contrôler la qualité de l'eau parce qu'il faudrait bien que l'eau, elle ait un pH qui est adapté, d'accord, à la peau. Sinon, les gens, ils vont avoir des problèmes de peau. Donc, il va d'abord contrôler l'eau, d'accord, pour se rassurer qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Il ne faudrait pas que les gens viennent après pour se plaindre. Ah ben oui, j'ai été faire cette attraction, mais j'avais tout mon corps qui me grattait, j'ai eu des boutons et patati et patata. Donc bref, pour ne pas avoir ce genre de retour, il prend des mesures, d'accord, donc à savoir faire un prélèvement de son eau. Donc il a fait venir un technicien. Du coup, ici, on va vous donner un tableau. Bon, c'est vrai, il y a souvent beaucoup de termes physiques, machin, scientifiques, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. On va essayer de les expliquer, pas en profondeur, mais juste pour que vous ayez une petite compréhension. D'accord? Le plus important, c'est de comprendre ce qu'on vous demande de faire, parce que comme je vous le dis, c'est plus ou moins les mêmes exercices qui reviennent à chaque fois. Donc ici, il y a un technicien qui est venu. Donc ce technicien va faire un prélèvement. Donc il va prendre un échantillon. Et voici le protocole qui va suivre. Qu'est-ce qu'il va faire? On vous le met dans l'encadré. On dit à l'aide d'une pipette, il va donc prélever 5 millilitres de solution qu'il va aller tester. Donc il va prendre une petite partie, d'accord, de cette eau sur laquelle se déroulera les attractions. Voilà, donc il prend ce prélèvement, comme lorsque vous êtes malade et puis vous partez au laboratoire, vous allez faire une prise de sang. On ne va pas vous vider tout votre sang, d'accord? On va tout simplement prendre une petite partie pour faire un prélèvement. Vous allez faire un prélèvement et c'est à partir de ce prélèvement qu'on pourra déterminer la bactérie qui vous dérange. C'est exactement la même chose, les amis, d'accord? Donc voilà, donc il va faire ce prélèvement et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? On dit, en deuxième point, on dit, il va introduire ce volume dans un tube à essai. Et voilà, c'est comme ça. Pareil, lorsque vous allez en labo,
On prend votre sang et ensuite ce sang, lorsqu'il est prélevé, ils vont le mettre dans un tube à essai. Comme le nom le porte si bien, tube à essai. Ça veut dire qu'il va avoir une expérimentation qui va devoir se faire là-dessus. Donc, il mettra cette eau dans un tube à essai, d'accord? Et ensuite, le point 3, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va ajouter 3 gouttes d'hydroxyde de sodium. Donc, pour faire réagir un produit, d'accord, il faut qu'on ajoute un autre produit qui va pousser à une réaction, d'accord? Je vais essayer de vous expliquer, les amis. Donc, je pense jusqu'au prélèvement d'eau, vous avez compris. Et là, ensuite, l'eau, elle est dans le tube à essai. Mais pour savoir si cette eau est bonne ou pas, ce n'est pas seulement en la regardant qu'on le saura. Parce que dans l'eau, il va y avoir, si je parle en termes simples, certainement certaines bactéries. Et pour savoir si ces bactéries sont présentes, il faudra mettre un produit, d'accord? Et par rapport à la couleur qui sortira, on saura si le produit contient ou pas, si l'eau contient ou pas la bactérie. D'accord? Donc là, le produit qu'on va ajouter à l'eau qu'il a récupérée pour mettre en évidence les bactéries. D'accord? Je parle en termes simples hein, pour essayer de vous faire comprendre. Donc, il va utiliser un produit qu'on appelle l'hydroxyde de sodium. C'est l'hydroxyde de sodium qui permettra aux techniciens de savoir si cette eau, elle est bonne ou pas. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'elle soit adaptée. D'accord? Donc, il va prendre ce produit, il va mettre juste 3 gouttes dans le tube à essai contenant de l'eau qui a été prélevée. Parce que c'est cette eau qu'on veut tester pour voir si elle est bonne ou pas. Donc, une fois il met les 3 gouttes, on vous dit maintenant qu'il faut observer les couleurs. Ben oui. Donc, on vous a donné en bas un tableau. Voilà, on vous a donné un tableau et on vous dit ceci. Si la couleur est blanche, c'est qu'en fait, dans cette eau, il y a une présence du zinc. Donc, vous voyez, ion cherché, donc ça veut dire on peut remplacer les ions cherchés, par exemple, par la bactérie. Par exemple, lorsque vous êtes malade, on vous a fait une prise de sang, on a mis dans un tube à essai, et puis on veut savoir de quoi est-ce que vous souffrez, c'est quoi le nom de la bactérie, d'accord? Donc, on va prendre un autre produit, d'accord, qui va s'appeler un réactif. C'est ce produit qui va mettre en évidence la bactérie qui se trouve dans votre sang. Et puis, voilà, on dira si en mettant le produit, on a une couleur blanche qui se forme, en fait, cette personne n'est pas malade du tout, c'est un petit rhume. S'il a une couleur bleue, en fait, je prends des exemples simples, hein, d'accord? Cela voudrait dire qu'il a la Covid, voilà, si c'est bleu. Et puis on dit, si c'est vert, en fait, c'est hyper dangereux, il faut l'interner. Et si c'est couleur rouille, c'est que vraiment, il faut opérer tout de suite. Mais qu'est-ce qui va donner les différentes couleurs? C'est le produit qui va faire agir la bactérie, donc le produit de réaction. Ce produit-là, c'est l'hydroxyde de sodium. C'est pour cela ici, dans le tableau, si vous regardez bien. Moi, je prends mon temps pour vous expliquer parce que moi, je suis là pour des personnes qui ont du mal. Hein, parce que cette matière, elle n'est pas facile et moi, je comprends bien. Donc, j'essaie de rentrer dans les petits détails comme ça pour que vous puissiez comprendre, les amis. D'accord? Donc, vous avez la première rangée, ions cherchés. Donc, ce sont ces ions-là ou ces bactéries, si je peux parler en termes simples, mais là, ce n'est pas des bactéries, d'accord? Je dis bactéries pour vous aider à comprendre. Donc, les ions cherchés, on sous-entend que ce sont des bactéries qu'on doit trouver dans votre sang après avoir fait le prélèvement en laboratoire. On veut savoir de quelle bactérie il s'agit. Quelle est la bactérie qui vous rend malade, d'accord? Donc, c'est ça les ions cherchés. On veut savoir dans cette eau, qu'est-ce qu'on va y trouver? Va-t-on y trouver du zinc, du cuivre, du fer?
ou du fer 3. D'accord? Donc, ici, il faut un produit pour pousser à réagir. Et ce produit, c'est celui qui est au milieu. Ils ont choisi l'hydroxyde de sodium. Et lorsqu'on les met en contact, on va avoir des couleurs. Soit une couleur blanche. Donc, si c'est une couleur blanche, vous voyez bien, ce sera donc le zinc. Si c'est une couleur bleue, c'est du cuivre. J'espère que vous voyez bien, les amis. Si c'est une couleur vert, alors c'est du fer avec le 2 en exponentielle. Si c'est de la rouille, ce sera du fer avec du 3 et un petit chiffre 3 en haut. D'accord? Il y a deux styles deux genres de fer. Donc voilà. Donc voici l'expérience qui va nous aider. Donc je pense que le petit tableau, vous l'avez compris, je peux avancer. D'accord? Du coup, dans la question 4.1, d'accord, on nous dit ceci, qu'il se forme dans l'eau un précipité de couleur rouille. Et là, vous voyez dans le petit encadré, vous voyez que lorsqu'on a la couleur rouille, c'est qu'il y a la présence de fer 3. D'accord? Donc, on nous demande, à l'aide du tableau, déduire quel ion a été mis en évidence lors du test. Ben, c'est simple. D'accord? Je pense que vous le voyez bien. Donc, l'ion qui a été mis en évidence ici, donc l'ion cherché, qui donne la couleur rouille, c'est du coup la dernière ligne. Donc, c'est le fer 3. D'accord? Donc, vous le voyez bien. Je vais vous le remontrer. Donc, c'est celui-là. D'accord? Donc, c'est cet ion-là qui a été mis en évidence. Parce que ici, c'est le produit qui permet de pousser à la réaction. Ici, ce sont les couleurs obtenues. Si j'obtiens la rouille, c'est que l'ion qui est présent, c'est ion fer 3. Si j'obtenais du vert, l'ion présent devait être le fer 2. Si j'avais obtenu de la couleur bleue, eh bien, ça voudrait dire que dans cette eau, on a la présence de cuivre. Et si on avait obtenu du blanc, ça voulait tout simplement dire qu'on devait avoir dans cette eau du zinc. D'accord? Mais ici, on nous dit, donc vous voyez bien, on nous dit que la couleur qui a été retrouvée, c'est la couleur rouille. Donc, du coup, la couleur rouille correspond à quoi? Ça correspond au fer 3. D'accord? Donc, à cette question, tout simplement, on va écrire FE, d'accord, R, et vous mettez 3. D'accord? Voilà, comme c'est écrit ici. Vous pouvez choisir d'écrire comme ça, hein, FE, 3 en exponentielle, donc un peu en haut comme ça, et vous mettez plus ou tout simplement vous écrivez FER et puis 3, d'accord, en chiffre romain. Donc c'est à vous de voir. Une fois c'est fait, vous avez terminé cette question. Vous voyez les amis, aussi simple que ça. Juste pour info, d'accord, lorsque vous avez cette formule-là, le fer avec le 2, d'accord, c'est le métal dans son état normal, d'accord, donc le fer, si vous avez dans la maison, vous avez des objets qui sont en fer, et bien, vous aurez ce genre de fer. Mais lorsque le métal commence à rouiller, d'accord, il va passer à ce genre de fer, à fer 3. Il quitte l'état de fer 2, il devient fer 3. Ça, c'est juste pour faire la petite différence, hein, d'accord? Les deux sont fer, sauf que ce fer-là, fer 2, c'est vraiment quand le fer est encore dans son état acceptable, il est authentique, il n'y a rien. Mais lorsqu'il passe au fer 3, c'est qu'il commence à avoir de la rouille, d'accord? Donc, on a la question suivante. On nous dit quoi ici? On nous dit dans la question suivante, le règlement sanitaire imposé au parc indique, donc il indique ceci, que si on a en fait une présence d'ion fer 3 dans l'eau, en fait cela ne présentait aucun problème sanitaire majeur. Donc il n'y avait pas de problème. Si on fait un relevé, on étudie l'eau, on fait un prélèvement et on se rend compte qu'il y a du fer 3, en fait ce n'est pas un problème majeur. Voilà, ça c'est le règlement sanitaire qui le dit. Voilà. Donc, le monsieur qui a trouvé du fer 3, il n'y a pas de souci, c'est bon. Par contre, on nous dit, elle peut être en revanche
altérer, d'accord, les matériaux métalliques. Ben oui, altérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire. Ben oui, la rouille, ça détruit le fer, d'accord? Donc, on vous dit en question 4.2, y a-t-il un problème sanitaire dans cette attraction? Et on vous demande de justifier. Ce genre de questions, faites attention parce que c'est des questions à deux têtes. La première chose, c'est d'abord, y a-t-il un problème dans cette attraction? Donc, vous répondez par oui ou par non, toujours. Donc, à cette question, on dira tout simplement non. Ça, c'est la première tête résolue. Et la deuxième, on demande de justifier la réponse. Bien, on peut justifier en reprenant ce qu'on nous a dit plus haut. On nous fait savoir ici que dans le règlement, en fait, imposé, il n'y avait pas de souci. Donc, on va mettre d'abord non, on met virgule, et ensuite, on explique en disant que le règlement sanitaire, en fait, il nous stipule bien que la présence d'ion fer 3 ne présente pas de problème sanitaire majeur. D'accord? Donc, majeur. Donc, on s'arrête là et puis c'est bon pour cette question. D'accord, les amis? Ensuite, vous avez la question 4.3. On vous dit ceci. Expliquez pourquoi il serait tout de même dans l'intérêt du gérant du parc de purifier l'eau. Pourquoi il serait quand même important pour le gérant du parc de purifier de l'eau? Ben, on nous l'avait dit dans l'énoncé, n'est-ce pas? On nous avait dit en revanche que le fait d'avoir de la présence de fer 3 pouvait altérer autant pour moi notre eau. Voilà, donc si on revient dans la petite partie qu'on nous a... C'est pour cela, ces genres d'exercices, travaillez-les parce qu'il y a toujours des réponses à l'intérieur, mais il faut être habitué à les détecter. Donc, vous voyez ici, on nous avait donné, elle peut en revanche alterner les matériaux métalliques. D'accord? Donc, lorsqu'on nous pose la question d'expliquer pourquoi il serait tout de même dans l'intérêt du gérant du parc de purifier cette eau, c'est bon pour le gérant de purifier l'eau parce que le fait de laisser des fer 3, mais on peut avoir une altération en fait des parties métalliques de l'attraction parce que la rouille forcément c'est pas bien, ça va détruire le fer et au final ça va se gâter, d'accord? Donc c'est quand même important de travailler cette eau. Donc à cette question on a répondu. Ensuite, on avance. Voilà, voici une reproduction de l'étiquette présente sur un flacon d'hydroxyde de sodium. Donc, l'hydroxyde de sodium, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, c'est le produit qui nous a servi de réactif, d'accord, pour l'expérience, pour voir ce qu'il y avait dans l'eau, s'il y avait du cuivre, du fer et ainsi de suite. Donc, voilà, notamment, vous voyez souvent sur les bidons, sur des bouteilles, vous avez des étiquettes. Donc ici, c'est un extrait. Bon, c'est une partie de l'étiquette, hein, c'est ce qu'on vous a présenté ici. Et à côté, vous avez un pictogramme. J'espère, les amis, que vous travaillez vos pictogrammes. Il est vachement important de connaître un minimum de pictogrammes. Ça vient beaucoup à l'examen. D'accord? Franchement, faites un effort, travaillez-les. Donc, vous avez vu ce pictogramme, c'est celui qu'on a retrouvé sur l'étiquette. Donc, c'est un pictogramme corrosif, d'accord? Donc, c'est dangereux pour la peau. Donc, franchement, je vous invite à bien connaître vos pictogrammes, les amis. C'était une parenthèse. Voilà, donc on revient à notre exercice. Donc là, c'est la reproduction d'étiquettes. Donc, on vous dit que lorsque vous voyez cette étiquette, voilà, avec ce dessin, d'accord, dans ce pictogramme corrosif, on vous dit, premier tiré ici, donc ce sont des mentions qui sont sur l'étiquette, hein, provoque une irritation cutanée, provoque de graves lésions des yeux. Je pense que vous avez déjà vu des produits avec ce genre d'étiquette, d'accord? Donc voilà, vous lisez tout ce qu'on a mis dans l'étiquette et ensuite vous avez une question. En bas, on vous dit ceci. 4.4. Relevez sur l'étiquette les risques liés à l'utilisation de l'hydroxyde de sodium.
Donc là, rien à faire, c'est hyper simple. On n'a qu'à relever, d'accord? Donc on va tout simplement relever, d'accord, sur l'étiquette les risques liés à l'utilisation. Ben, on les a ici. On a premier risque, il provoque une irritation cutanée. Deuxième risque, il provoque de graves lésions des yeux, d'accord? Donc ça, c'est sur l'étiquette. On va juste le noter, autant pour moi, ici, dans la question 4.4. Donc vous allez remplir ici avec ces deux résultats. Provoque une irritation cutanée et provoque de graves lésions des yeux. Une fois que vous finissez cette question, vous allez passer à la question suivante. Donc, la question 4.5 nous dit quoi? On dit indiquer les précautions à prendre pour manipuler ce réactif. D'accord? En toute sécurité. Quelles sont les précautions? Donc, vous revenez ici et vous voyez bien, hein, c'est écrit. Voilà les précautions à prendre. On vous dit quoi? On vous dit de porter une blouse, des lunettes et des gants de protection. Donc, ce sont des protections, d'accord, que vous devez prendre lorsque vous utilisez ce produit. Donc, vous portez une blouse, vous mettez des lunettes et vous portez des gants de protection. Voilà, donc ensuite, on va passer à l'exercice 5, toujours en physique-chimie, d'accord? Donc, on a l'attraction fétiche du parc. C'est un manège à sensation. Donc, c'est l'attraction que les gens aiment le plus. Hein. C'est ce manège à sensation, certainement un manège comme le Grand 8. Ça tourne. Il y en a qui aiment bien les fortes sensations. Moi, non, 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 non. Voilà, donc l'attraction fétiche, c'est-à-dire l'attraction que les gens aiment le plus, c'est un manège à sensation. D'accord? Et on vous dit que les rails de celui-ci peuvent supporter jusqu'à 30, d'accord, kilonewtons. Au-delà de cette valeur, la sécurité des clients n'est plus garantie. Donc, pour que tout se passe bien, il faut respecter un certain poids, d'accord? Comme ça, tout se passe bien. Donc, on vous donne le poids à ne pas dépasser. Donc, c'est celui-ci, 30 kilonewtons, d'accord? Donc, les kilonewtons, c'est une unité, d'accord? C'est souvent utilisé un peu dans les, comment on les appelle? Dans les navigations maritimes et aériennes aussi. Des fois, vous entendez 4 nœuds, 30 nœuds. Des fois, c'est beaucoup utilisé, d'accord? Donc, c'est une unité. Donc, les kilonewtons, c'est une unité de mesure. Donc, ça, c'est le poids à ne pas dépasser. Si vous êtes au-delà des 30 kilonewtons, il y a un risque pour les personnes qui se trouvent dans le manège. Donc, le gérant du manège, ils vont tout faire. C'est pour cela, quand vous partez dans les manèges, vous voyez, on ne va pas vous surcharger. Vous n'allez pas être comme dans les sardines, hein. D'accord, voilà. Comme on est serré au fond de cette boîte, chanter les sardines, voilà. Donc, on ne va pas être serré au fond de la boîte comme les sardines. On a une quantité un nombre de personnes à faire passer. Et une fois c'est complet, on ne peut pas rajouter parce que tout ça est calculé à l'avance, d'accord? Donc ici, par exemple, on vous a donné le poids à ne pas dépasser. Donc, c'est les 40, d'accord, kilonewtons. Il ne faut pas les dépasser. Donc, il faut bien rester dans ça, d'accord? Donc, on vous dit, le train composé de 4 wagons a une masse vide de 1280 kg. Donc, il y a des petits trains souvent qui vont passer sur des rails et on va charger des gens. Donc, on vous dit que lorsque le train, déjà, il est vide, il est à 1280. Ça veut dire, il est quand même lourd. Hein? Ben, c'est normal parce que la traction qui est forte comme ça et le monde qui va passer à tout moment, il faut quand même que ça soit assez solide. Donc, déjà, les wagons vides sont à 1280, les 4. D'accord? Et on vous dit que le train peut transporter jusqu'à 16 passagers. On considère que la masse moyenne d'un passager est de 80 kg. Donc, une seule personne, d'accord, on se dit une personne va à 80 kg. Et là, ce sont des trains de 4. Et le train peut prendre 16. Donc, ça veut dire on va faire 4 fois 4, 16. Donc, on veut dire dans chaque wagon, on mettra
4 personnes, d'accord, pour pouvoir prendre les 16 personnes qui sont susceptibles de prendre les wagons, d'accord. Vu qu'on en a 4 et que 16 personnes peuvent passer, on mettra 4 par wagon, d'accord. Et une seule personne, le poids d'une seule personne ne peut pas excéder 80. Donc, on prend environ qu'une personne. Donc, on dit ici, on considère que la masse moyenne d'un passager est de 80 kg. D'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas des petits enfants qui vont faire ce genre d'attraction, c'est sûr. Voilà. Donc, on considère qu'une personne va avoir 80 kg. Maintenant, la question qui vous est posée est celle-ci. Calculez la masse totale moyenne d'un train transportant 16 passagers. Et regardez les amis, ils vous aident, hein? Ils vous ont donné ici, entre parenthèses, le poids du train qu'on nous a donné plus haut, plus le poids des passagers. Donc, pour calculer la masse totale moyenne d'un train qui transporte 16 passagers, eh bien, vous voyez que c'est simple. Et ensuite, en plus, ils nous ont aidés. Donc, on va tout simplement prendre les 1280. On va écrire ici 1280 qui représente le poids des 4 wagons lorsqu'ils sont vides. D'accord? Donc, on mettra 1280 plus, ben, il faudra mettre le poids des passagers. Mais le poids des passagers, on ne l'a pas donné. On n'a pas donné pour les 16 passagers. On nous a donné le poids d'un seul passager. C'est comme lorsque vous partez à Auchan. Vous allez acheter, par exemple, est-ce que je vais dire, du lait, d'accord? On vous dira qu'un litre de lait, d'accord, coûte 1 euro. Ça, c'est pour 1 litre. Donc, c'est comme ici, on vous donne le poids d'un seul passager, mais du coup, pour les 5 litres, parce que vous avez besoin de 5 litres, parce qu'il vous reste 5 jours dans le mobil-home et vous consommez 1 litre par jour, avec votre petite famille, bon, vous ne voulez pas en acheter plus parce qu'après, vous ne saurez pas comment le conserver, d'accord? Donc, il va falloir juste multiplier le prix unitaire par la quantité dont vous avez besoin. Donc, si on vous dit c'est 1 litre, vous avez besoin de 5 bouteilles, mais ça va vous faire 1 fois 5 ou 5 fois 1, ça va vous faire 5 euros. Donc, ici, c'est idem. Ça, c'est le poids d'un passager, mais ils sont 16. Donc, pour trouver le poids des 16 passagers, il faut tout simplement faire les 16 multipliés par 80. Et lorsque vous faites cette multiplication, vous trouvez 1280. Donc, bon, c'est une coïncidence avec le 1280 qui représente le poids vide des 4 wagons. Donc, ici, pour calculer la masse totale moyenne d'un train qui transporte les 16 passagers, on prendra le poids du train vide, donc 1280, plus le poids des 16 passagers. On avait également trouvé 1280. Donc, le total nous fera 2560. Donc, les 2560, on les mettra ici. Donc, ça fera 2560 kg qu'on va mettre là. D'accord, les amis? J'espère franchement, les amis, que vous comprenez. Je vais essayer de partir tout doucement pour rentrer dans les petits détails. Hein? D'accord? Ensuite, à la question 5.2, on nous dit ceci, de calculer le poids P. Voilà, donc ils ont appelé le poids P. Calculer le poids P de cet ensemble. Donc, de quel ensemble? Du train plus les passagers. Donc, il faut tout simplement faire le calcul. Et on vous dit, on prendra G qui est égal à 10. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici. Donc, G, c'est égal à 10, d'accord, kilonewton, newton par gramme. Donc, 1 gramme, ça fait 10 newtons par kilogramme. On vous demande de calculer le poids de cet ensemble. Lorsqu'on vous donne des informations comme ça, gramme égale 10 N bar kilogramme, on sous-entend que derrière le G, ici, il y a 1. Donc, ça veut dire 1 gramme, c'est égal à 10 newton par kilogramme.
il faut faire tout simplement ce qu'on appelle la règle de 3, les amis, d'accord? Donc ici, il faut tout simplement se poser la question. Si 1 gramme, vous écrivez 1 gramme égale 10 N kilogrammes, d'accord? Parce que ça, c'est l'information qu'on vous a donnée. Franchement, j'espère que vous comprenez. Je répète. Si on vous donne comme ça, G égale 10 N kg, vous reprenez et vous mettez dans votre tête que derrière, avant le G, vous avez 1. Donc 1 gramme égale à 10 Ng. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? On vous demande de calculer le poids de cet ensemble. Or, le poids de l'ensemble, c'est ce qu'on vient de calculer ici. À la question 5.1, on a trouvé 1280 plus 1280, on avait trouvé 2560. Donc, les 2560, c'est le poids, c'est la masse totale, d'accord, qu'on avait trouvé ici. Donc, lorsque dans la question suivante, on nous demande de calculer le poids P de cet ensemble, donc le poids de 2560 qu'on a trouvé plus haut, d'accord, on va faire ce qu'on nous a donné là. 1 gramme égale 10 NK, d'accord. Ici, moi, je fais comme ça, hein. Franchement, je fais pareil, égal, vous écrivez. Et ensuite, du côté de 1 gramme, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez mettre le poids qui correspond. Ici, c'est quoi le poids qu'on va mettre? C'est les 2560 kg qu'on avait trouvé plus haut, d'accord? Donc, vous allez les écrire ici. Vous allez écrire 2560 ici. Et ensuite, vous mettez égal. Et vous voyez, lorsque vous mettez égal, sous les 10, est-ce que vous avez un chiffre? Non, vous n'avez pas de chiffre. Là, vous mettez le point d'interrogation. J'espère que vous avez compris. Je reprends. Ici, vous écrivez 1 gramme. Donc, vous écrivez dans cette ligne. Hein. Sur cette ligne, il n'y a pas de souci. Vous mettez 1 gramme égal à 10 NKG. C'est ce qu'on vous a donné. Et sous le 1 gramme, donc ici, vous écrivez le poids que vous venez de trouver plus haut à la question 5.1. Vous avez trouvé 2560 parce que c'est ce poids qu'on vous demande de calculer en prenant en compte la formule qu'on vient de vous donner ici, d'accord? Donc, sur le 1G, vous allez tout simplement écrire le poids que vous avez trouvé dans la question 5.1. Là-bas, à 5.1, vous avez trouvé 2560. Donc, ces 2560, vous les écrivez sous le 1G. Vous mettez égal, sous le premier égal qui est là en haut, vous mettez égal. Égal à quoi? Égal à on ne sait pas. Donc, on met le point d'interrogation. Parce que la partie du point d'interrogation, en fait, c'est ce qu'on vous demande de trouver. Et ensuite, vous allez faire la règle de 3 en diagonale. C'est-à-dire, je fais comme ça. Je vais multiplier les deux qui sont là. J'ai deux chiffres ici. Donc, ici, j'ai 10 NKG. Et en bas ici, on avait dit qu'on mettait 2560 qu'on avait trouvé dans la question 5.1. Donc, je vais les multiplier parce qu'ils sont deux, c'est copain-copain. Par contre, il y a un qui est tout seul, c'est le 1 gramme. Parce que lui, on cherche son copain ici, en bas, d'accord? Donc, je multiplie le 10 multiplié par 2560 et je divise par 1. Si vous avez suivi ma première vidéo d'hier, je pense que vous avez compris la règle de 3, donc vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, vous multipliez et vous divisez par 1. Du coup, en faisant cela, vous allez trouver 25 600 N. Voilà. Donc, une fois que vous trouvez les 25 600 N, ben, vous mettez votre réponse. Vous avez répondu à cette question. J'espère, les amis, que vous avez compris. Je vais essayer de vous écrire ça, d'accord? Donc, je vous disais tout à l'heure, les amis, donc, on vous a donné 1 gramme, d'accord, qui est égal à 10 NKG, d'accord? Et dans la question S1, lorsqu'on a fait 1280 plus 1280, nous avons trouvé
2560. Donc, c'est cela que je vous expliquais. Donc, dans l'énoncé, on vous a dit 1 gramme égale à 10 nkg. Ce qu'on vous avait demandé de trouver dans la question de 5.2, c'était le calcul du poids P de l'ensemble train plus passager. Pardon, et l'ensemble plus train passager, on avait trouvé 2560. Donc, c'est égal à quoi? On ne sait pas. Donc, on va faire la règle de 3 en diagonale. On prend toujours en diagonale ça et ça, ça et ça. Donc, on va multiplier les 10 KNG fois les 2560 et on va diviser par 1 gramme. Ça nous permet de trouver le chiffre qui manque ici, d'accord? Là où il y a des points d'interrogation. Donc, une fois on fait cette règle de 3, à savoir 2560 fois 10 divisé par 1, en fait, on va trouver 25 600, d'accord, kilonewtons. C'est cette réponse que vous allez mettre à la question 5.2. J'espère que vous avez compris, les amis. Voilà, donc là, vous avez trouvé la réponse à cette question, d'accord, 5.2, où on vous a demandé de calculer et de prendre en compte G qui est égal à 10 kN. Comprenez bien ce petit calcul, parce que ça vient beaucoup, hein. Ils aiment bien donner comme ça, mais c'est très simple, hein. C'est vraiment comme on a fait, c'est de prendre en considération ce qu'ils vous ont donné, de compléter par la partie que vous avez. Et la partie qui restera vide, c'est la partie à compléter. Comme on a fait tout à l'heure, on a mis des points d'interrogation parce qu'on n'avait pas la partie de points d'interrogation. On n'avait que la partie des grammes parce que dans la question plus haut, en fait, on l'avait déjà trouvé. Donc, vous mettez la réponse ici, 25 600. Ensuite, vous passez à la question suivante. Dans la question numéro 5.3, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, les rails de ce manège à sensation peuvent-ils supporter ce poids? Justifier. Vous voyez les amis, en fait, question par question, il y a une suite logique. Donc, quand vous êtes habitué à faire ce genre d'exercice, vous n'allez pas vous perdre parce que vous savez exactement où est-ce qu'ils veulent vous emmener. D'accord? Donc là, on vous demande si ces rails peuvent supporter ce que vous avez trouvé. Et en 5.2, on a trouvé quoi? On a trouvé 5600. D'accord? Et on sait que pour l'attraction, le poids à ne pas dépasser, vous l'avez ici dans l'énoncé. On vous a dit que le poids à ne pas dépasser, c'est 30 kilonewtons. D'accord? C'est ça qu'il ne faut pas dépasser. Donc, si on est à 26 600, ben c'est bon, on n'a pas dépassé les 30. D'accord? On a encore de la marge. Donc, à cette question 5.3, on peut tout simplement dire oui. D'accord? Donc, à la question 5.3, donc on dira oui, les rails peuvent supporter ce poids. Et ensuite, on vous demande de justifier. Vous voyez, c'est des questions à deux têtes. Donc, première tête, c'est de dire oui, c'est souvent oui ou non. Et ensuite, on justifie. Donc, ici, on va dire oui. Et ensuite, on pourra expliquer en disant que le manège, en fait, il peut porter jusqu'à 30 kilonewtons. Et que le calcul ici du poids, il n'est inférieur à 30 kilonewtons. Du coup, il peut le supporter sans problème, d'accord? Parce que nous, on a trouvé 25 600, donc il n'y a pas de souci. Il peut le porter sans problème. Ensuite, on avance. Voilà, dans la question suivante, on vous dit, bon, là, il n'y a rien de simple, de difficile. Dans la question 5.4, hein, on dit de cocher la bonne réponse. Donc, le train a démarré, voilà, les passagers dans un wagon sont en mouvement. Ils sont en mouvement par rapport à quoi? Ben, soit par rapport à la plateforme de départ, soit par rapport au wagon. Ben, on sait que c'est par rapport à la plateforme de départ. Parce que lorsque vous êtes dans le train à wagon qui démarre, ben, qu'est-ce qui va s'éloigner de vous? C'est la plateforme de départ. Là où vous avez embarqué, au fur et à mesure que le train il va avancer, ben, la plateforme elle restera loin de vous. Mais le wagon, non, parce que vous êtes à l'intérieur. Donc ici, le train a démarré. Les passagers dans un wagon sont en mouvement. Ils sont en mouvement par rapport à quoi? Ben, par rapport à la place de départ. Parce que la place de départ, elle ne bouge pas.
elle est statique, d'accord? Vous allez vous éloigner, mais la place, elle est restée. Donc, ils vont être en mouvement par rapport à cette plateforme de départ. Après, vous avez une autre question 5.5. On vous demande de calculer la durée d'un tour, d'accord? Et non, on vous dit ceci, la durée d'un tour est de 1 minute et de 45 secondes. On vous demande de convertir la durée T, d'accord? Donc T, c'est le temps. Donc, on vous demande de convertir la durée T d'un tour en secondes. Et plus haut, on vous a déjà dit, d'accord, faites attention, il faut bien lire, bien noter. On vous dit ici, la durée d'un tour est d'1 minute et 45 secondes. 1 minute 45 secondes, on vous dit c'est la durée d'un tour. Et là, on vous dit, donc, on vous demande tout simplement de convertir la durée, donc T, ils vous ont dit, d'un tour en secondes. Donc, de ne plus avoir le mot minute, mais que tout soit en secondes. Bon, ça c'est facile. D'accord? Si on me dit que le tour fait 1 minute 45 secondes et qu'on me demande de convertir la durée T d'un tour en secondes, ça veut dire tout doit du coup être en secondes. Donc cette partie 45 secondes, c'est bon puisque tout doit être en secondes. Mais la partie des 1 minute, là, il y a un souci parce que ça, c'est pas en secondes. Or, je sais qu'une minute égale à 60 secondes, d'accord? Donc, étant donné qu'une minute fait 60 secondes, donc ici, 1 minute, ça me fera 60 plus les 45 qui, eux, sont déjà en secondes, d'accord? Ce sera tout simplement de les additionner. Donc, je vais tout simplement faire l'addition. Hein. Je fais 1 minute qui me fait 60 secondes plus les 45 secondes qui m'ont déjà donné. Ça me fait 105 secondes. Et j'écris mes 105 secondes et c'est bon. Franchement, excusez-moi, la vidéo elle est un peu longue, mais je n'ai pas le choix. Donc, ce sont les deux dernières questions. Je suis désolée. Donc, ici, on vous dit, sachant que la longueur totale de l'attraction est de 950 mètres, calculez en mètres secondes la vitesse moyenne du train à arrondir le résultat à l'unité. Là, il y a deux choses à savoir. L'arrondi, j'espère que ça, vous le connaissez. Sinon, on va le travailler un tout petit peu parce que ça vient beaucoup. Des fois, il vous demande de faire l'arrondi à l'unité, des fois à la dixième, mais le plus souvent, c'est à l'unité. D'accord? Donc ça, il faut savoir faire des arrondis. Et en haut, il faut savoir calculer la vitesse. Pour calculer la vitesse, en fait, il faut juste connaître la règle qui s'applique. D'accord? Donc, déjà, pour ce qui est de la vitesse, ça, il faudrait le noter ou chercher sur Internet et le retenir. Lorsqu'on vous demande de calculer la vitesse a une règle. Vitesse égale à la distance divisée par le temps. Ça, c'est la règle, voilà, c'est comme ça. D'accord? C'est comme 1 plus 1 égale à 2, donc ça ne change pas. Donc, la vitesse se calcule, vitesse égale distance divisée par le temps. Donc ici, on nous demande de calculer la vitesse. Or, moi, je sais que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Donc, c'est très simple. Je vais prendre ici. Qu'est-ce qu'on m'a donné ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire les 950 mètres représentent quoi? Sachant que la vitesse égale distance divisée par le temps. Vous me direz en commentaire si quelqu'un l'a trouvé avant que je ne donne la réponse. Tac, tac, tac. Bon, on est parti. Donc, les 950 mètres ici représentent la distance. Vous voyez, on vous a donné la longueur. Donc, ici, ça, c'est la distance. D'accord? Donc, vitesse égale distance divisée. Donc, on va prendre cette distance. On va prendre 950. Et ensuite, on dit qu'il faut diviser par le temps. Le temps, en fait, c'est la question précédente qu'on a eu à faire. On avait trouvé 105 secondes. Ben, donc, on va diviser les 950 divisé par le temps qui est 105. D'accord? À la question 5.5, on avait trouvé en secondes, on avait trouvé 105 secondes. Là, on nous a demandé de convertir. Donc, ce sont ces secondes-là qu'on va récupérer. Vous voyez, c'est un cheminement, ça se suit en fait. Si on a faussé la question précédente, ben, ça va nous suivre après. Donc, il faut vraiment faire attention, les amis. Donc, voilà. Donc, on va faire 950 divisé par 105. On va trouver 9,0476.
Et à ce moment-là, on doit maintenant appliquer l'arrondi à l'unité qu'ils nous ont demandé. On nous demande de faire l'arrondi à l'unité. Je vais vous expliquer rapidement. J'espère qu'elle ne va pas se couper la vidéo. On est presque à la fin. Voilà les amis. Donc ici, d'accord, j'espère que vous le voyez bien. On va faire notre petit calcul. D'accord, on a dit ici qu'on va prendre 950, d'accord, divisé par 105, qui étaient les secondes qu'on avait trouvées. Et on a trouvé 9,0476. Et là, on vous demande de faire l'arrondi à l'unité, d'accord? Lorsqu'on fait l'arrondi à l'unité, il faudra tout simplement regarder le chiffre qui se trouve là. D'accord? Vous voyez le chiffre après la virgule. On regarde le chiffre après la virgule. Si il est inférieur à 5, alors le chiffre qui est ici, donc le chiffre 9, on ne mettra pas plus 1. Mais si le chiffre après la virgule, donc ce 0, si par exemple il était 5, ben ici on devait mettre 9 plus 1, on aurait trouvé 10. Donc l'arrondi ici aurait été 10, l'arrondi à l'unité, d'accord? Mais comme ici le chiffre après la virgule est 0, donc c'est un chiffre qui est inférieur à 5, donc l'arrondi qu'on nous a demandé de faire, on va juste mettre que la réponse est 9. Donc ici la réponse qu'on mettra, sera 9, d'accord? Donc on mettra 9 mètres par seconde, d'accord? Donc les arrondis, c'est comme ça. Donc ici à cette question 5.6, on mettra la réponse, hein, on mettra 9, que c'est égal à 9,0476. Mais comme on nous a demandé de faire l'arrondi à l'unité, donc on mettra juste 9 mètres par seconde. Ensuite, la dernière question, c'est 5.7. On dit comparer les valeurs. Donc, c'est juste de comparer. Donc, on vous montre deux parcs d'attractions. Le parc avec lequel on vient de travailler qui fait 9 mètres par seconde. Et un autre parc qui se trouve en Espagne qui lui fait 12 mètres par seconde. D'accord, on vous demande de comparer et de rédiger. Bref, tout simplement, ce qu'on peut dire ici, c'est que celui de l'Espagne, il va beaucoup plus vite, hein, d'accord, parce que celui qui fait 9 mètres par seconde, il va moins vite que celui qui fait 12 mètres par seconde. D'accord, en une seconde, il fait 12 mètres alors que l'autre, il ne fait que 9 mètres. Donc, la petite comparaison, c'est ça, c'est que l'autre va beaucoup plus vite. Après, je vais rapidement terminer sur les arrondis parce que ça vient beaucoup et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Vraiment, excusez-moi, elle est très longue, je suis désolée. Bon, ça se voit pas bien, dommage. Je voulais vous montrer un peu les arrondis, mais ça se voit pas trop bien, c'est dommage. En tout cas, bon voilà. Mais je pense que vous avez compris l'arrondi, les amis. Lorsque le chiffre après la virgule, d'accord, est supérieur ou égal à 5, vous mettez plus 1. Et si le chiffre avant est inférieur, eh bien, vous gardez comme tel, comme nous l'avons fait tout à l'heure, d'accord? Voilà, bon, j'essaie de vous expliquer. Là, c'est pareil, hein. Si c'est l'arrondi à l'unité, vous allez prendre le chiffre ici, d'accord, le dernier chiffre. Donc, si par exemple, je trouve 23,427, le chiffre après la virgule, c'est 4. 4, il est inférieur ou supérieur? Il est inférieur à 5. Donc, si on me demande de faire l'arrondi de ce chiffre à l'unité, eh bien, je dirais qu'ici, en fait, c'est 23. D'accord? Mais si on me demande de faire l'arrondi au dixième près, donc les dixièmes, ce sera ici. D'accord? Donc, je vais devoir décaler. D'accord? Donc, je vais décaler ici sur le 2. D'accord? Ça, c'est au dixième près. Donc, ici, je vais regarder le chiffre qui vient après. Ici, l'arrondi à l'unité, on a regardé le chiffre qui venait ici. Donc, on a regardé le 4. Et le 4 était inférieur à 5, donc on gardait le 23 pour l'arrondi à l'unité. Mais si on me demandait de faire l'arrondi au dixième, donc du coup, je vais regarder ici
le chiffre suivant, d'accord? Donc, voilà, je vais regarder 4, donc unité, dizaine. Donc, la dizaine sera ici, au niveau du 4. Donc, au niveau du 4, est-ce que le 4 va passer à 5 ou pas? Lorsque c'est l'arrondi à la dixième. La dixième, c'est ici, c'est le premier chiffre après la virgule. C'est ce chiffre qui doit changer, d'accord? Parce que c'est l'arrondi à la dixième. Donc, c'est le chiffre de la dixième qui doit changer. Donc, l'unité, on était à 3. Dixième, on passe à 4. Donc, au niveau du 4, il faut que le chiffre change, mais ou pas. Ça dépendra du chiffre qui vient après le 4. Quel est le chiffre qui vient après le 4? C'est 2. D'accord? Est-ce que 2 est inférieur ou supérieur à 5? Il est inférieur. Vu qu'il est inférieur, ben, le 4, il ne va pas changer. Donc, mon arrondi à la dixième, ben, on gardera le 4 parce que 2 est inférieur. Mais si 2 était égal à 5 ou plus, d'accord, 5, 6, 7, 8, 9, mais le 4 ici, il devait être un 5 et l'arrondi à la dixième aurait été 23,5. Ici, c'est l'arrondi au centième, d'accord? Donc, on a dit le 23, c'est l'arrondi à l'unité. Le 3, c'est l'arrondi à l'unité. Le 4, c'est l'arrondi au dixième. Le 3, le 2, c'est l'arrondi au centième, d'accord? Donc, je dois me faire l'arrondi au centième. Le centième, c'est le chiffre 2. Donc, c'est 2 qui doit changer. Tout dépendra du chiffre qui vient après le 2. On a 7. 7 est-il égal ou supérieur à 5 ou inférieur? On sait que 7, il est plus grand que 5. Comme il pouvait aussi être égal à 5, à partir de 5, c'est bon. Comme il est égal ou supérieur à 5, ça voudrait dire que la centaine ici, donc le 2 ne sera plus 2, il sera 2 plus 1. D'accord? Donc le 2 deviendra 3. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait les arrondis. Je préfère vous l'expliquer parce que ça vient beaucoup arrondi à l'unité, arrondi au dixième, au centième. Donc, il faudrait bien le retenir. Le 3, parce que c'est souvent les chiffres à virgule. Le 3, d'accord, c'est l'unité. Ensuite, vous avez dizaine et centième. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.